Je vais respecter toutes nos promesses. Je vais respecter toutes nos promesses. Je vais respecter toutes nos promesses. Respecter toutes nos promesses. Et là, je regarde les rassemblements de François Legault depuis 2 jours, puis je suis obligé de constater qu'il y a plus de gardes du corps que de monde. Mais nous autres, on n'a pas besoin du garde du corps parce que le peuple est avec nous. Et vous savez, François Legault, il nomme jamais mon nom, là, il appelle Madame Anglade la madame, puis moi, il m'appelle pas pantoute. Mais quand même, il y a des choses qui sont en train de prouver qu'on est son véritable adversaire et qui nous craint comme c'est pas possible. D'abord, il a commencé sa campagne électorale, vous l'avez vu, juste en face d'ici. Il a commencé ça devant les chutes, Montmorency. J'aime beaucoup ça que la CAQ commence devant une chute. Je trouve ça... J'aime... C'est une très, très belle image. C'est une bonne nouvelle que la CAQ commence ça avec une belle chute, avec son équipe de candidats totalement dans l'ombre. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ensuite de ça, j'ai vu que, dans Montmorency, on s'entend, là, c'est pas une bataille. Il se bat pas contre le Parti vert, là. Il se bat véritablement contre le Parti conservateur du Québec. On est en territoire conservateur dans la grande région de Québec. Aujourd'hui, jour 2, il est allé où? Il est allé à Beauceville où on était 1400 samedi, croyez-le ou non. On m'a pas encore dit combien qu'il y avait, puis on n'a pas dit c'était quoi le pourcentage de garde du corps, mais je check ça là, dans les prochaines heures. Ensuite de ça, il s'est rendu du côté de Bellechasse avec notre ami Michel Tardif. Écoutez, ça aussi, c'est symptomatique. Là, on est vraiment dans les territoires conservateurs. Donc, sans le dire, il est en train de dire qui est son véritable adversaire. Un petit peu agaçant, je trouve, dans cette façon qu'a M. Legault de dire qu'il n'y avait qu'une façon de voir les choses. Le couvre-feu, il y a juste le Québec qui en a imposé un. Le passeport sanitaire, ça n'a pas été partout. Tout le monde n'a pas adopté nécessairement les mêmes mesures dans les écoles. Il y avait, me semble-t-il, il y aurait dû y avoir, me semble-t-il, de l'espace pour remettre en question certaines mesures sans pour autant être considéré comme un complotiste ou en tout cas quelqu'un qui ne reconnaît pas la validité de cette crise sanitaire. Et donc, il y a une espèce de vision totalitaire dont se fait porteur M. Legault et qui vient alimenter justement la colère que canalise M. Duhem. Et moi, je postulerais que ces gens qui sont si en colère le sont beaucoup, justement parce qu'ils n'ont pas trouvé qu'il y avait de l'espace de contestation bien encadré. Alors, les deux hommes, finalement, s'alimentent l'un l'autre dans leur rigidité respective. Il y a certains leaders qui ont alimenté une certaine grogne, qui ont dit « on veut faire entrer la grogne à l'Assemblée nationale ». Je pense que tout le monde doit être responsable. Puis aujourd'hui, quand vous avez entendu François Legault dire que j'étais un irresponsable parce que je m'étais opposé à ces mesures sanitaires abusives, j'ai reçu des milliers de messages. Je sais que ça vous a choqué autant que ça m'a choqué. Mais je veux vous assurer d'une chose ce soir. Jamais je vais me laisser intimider par François Legault. Jamais je ne vais céder à ses campagnes. Il a fait peur à bien du monde au Québec depuis des années, là, mais moi, il ne me fera pas peur. Puis je vais dire les choses comme elles le sont, puis je vais vous défendre. Je vais défendre tous ceux et celles qui ont été sacrifiés par François Legault, tous les gens là, qui ont perdu leur job, qui ont perdu leur business, et qui ont vu leurs enfants souffrir du manque de socialisation, du fait que leurs enfants ne pouvaient pas faire de sport, des enfants qui ont décroché, des enfants qui ont de l'anxiété, qui ont des problèmes de détresse psychologique. Regardez, je vais être avec vous autres. Jamais, 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 je ne vais me laisser là, dévier de ma voix puis de la voix du Parti conservateur. Je vais toujours défendre vos droits civiques, puis vos libertés individuelles, puis la démocratie au Québec. Bonjour, M. Duhem.
Bonjour, M. Ferrandez. Il y a des gens qui vous ont ciblé en disant vous êtes un peu un représentant de personnes qui ont la colère chevillée au corps et qui ne contrôlent pas toujours cette colère-là au sein de votre parti. Je ne dis pas que c'est votre cas. Vous vous êtes présenté tout à l'heure comme un grand démocrate, quelqu'un qui fait la promotion de la démocratie, de la paix, qui le fait toujours dans votre vie. Mais je déteste son chef. Je les déteste parce que ce sont des destructeurs de démocratie. Monsieur Ferrandez, je vois ce que vous en allez, là, puis je comprends que vous avez un biais, là, mais moi, je veux juste vous dire une chose, là. J'ai toujours été un démocrate. J'ai même mis ma vie en jeu pour aller dans des régions du monde où ils n'ont pas le privilège de vivre en démocratie. J'étais allé en zone de guerre pour promouvoir des valeurs démocratiques, pour aider les partis politiques, pour aider les parlements à fonctionner. Je suis quelqu'un qui est ultra-démocrate et peu importe mes idées et l'opinion des autres. Je suis d'accord avec vous, monsieur Duhem. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que je les déteste parce que ce sont des destructeurs de démocratie. Quelqu'un qui se présente en politique, c'est nécessairement un démocrate. Je suis d'accord, mais ce dont je vous parle, c'est le vocabulaire que vous utilisez. Je lui souhaite le pire résultat possible. Je déteste cette femme comme je déteste son chef. Je les déteste parce que ce sont des destructeurs de démocratie. S'il y a pandémie, peut-être qu'ils vont dépasser le 15% et donc, ils vont aller chercher les subventions de l'État parce qu'à partir de 15%, tu te fais rembourser 50% de tes dépenses. S'il n'y a pas pandémie, ils vont aller dans la zone du 5% et c'est ce que je leur souhaite. Des destructeurs de démocratie, Luc, tu y vas très, très fort ce matin. En fait, le propre de la démocratie, la nature, l'essence même de la démocratie, c'est de permettre à un plus grand nombre de personnes de s'exprimer, un plus grand nombre d'opinions, de points de vue de s'exprimer. Et là, je pense que le discours d'Éric Duhem, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mérite d'être entendu. Oh, pas du tout. Ben, alors, vraiment, tu me fâches quand tu dis ça, Nathalie. Non, ben écoute, désolé de te fâcher ce matin, mais je persiste et signe. C'est vous qui faites la perception, M. Poirier. C'est Québécois, c'est TVA, c'est le 24 heures et c'est TVA. Toujours à la base de toutes ces affaires-là, c'est vous qui faites la perception. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Le célèbre restaurant Tiwi dans Portneuf, qui est un incontournable pour les amateurs de poutine et pour les chefs en campagne électorale. Donc, François Legault était là aujourd'hui et voyez, quelqu'un s'est invité dans sa bulle immédiate, qu'on appelle les complotistes. Là. Donc, moi, je suis une sous-citoyenne non vaccinée, donc je vais devoir avoir moins de droits cet automne. Mais moi, je vous dis juste qu'est-ce que je pense. Oui, mais vous allez recommencer avec le passeport vaccinal. On a vu qu'il y a une mise à jour au mois d'août. Hein? Ben oui, puis les masques dans les écoles. On sait que ça va recommencer. Pourquoi vous ne le dites pas, M. Legault? Bon, madame. Mais elle se croyait, là. Ah, elle était convaincue. J'en vois qui écrivent sur ma page Facebook toujours la même histoire avec une petite variante. Là, tu sais. Ils ont attrapé quelque chose dans un journal européen ou américain. Ah ouais. Mais c'est toujours la même histoire. Non, mais c'est faux, là. C'est une fausseté. Total. Il n'y a pas eu de mise à jour du passeport vaccinal, puis il n'y a pas son candidat, là, le candidat du Parti conservateur du Québec est dans le comté de Bordua. Il s'appelle Jean-Félix Racicot. Écoutez bien. Quand on entend les chambres d'écho, qui sont les journalistes qui ont été financés par de façon ignoble pendant 2 ans avec nos impôts, qui se font l'écho de la CAQ, qui reprennent le message, puis qui viennent dire aux gens, regardez, c'est grave, puis ils veulent dépeindre les conservateurs comme des gens dangereux, alors qu'ils ont été les facilitateurs de cette violence-là envers le peuple québécois pendant 2 ans et demi, bien, ça passe pas comme message avec moi. Vraiment une catastrophe. Non, je répète, là, ça a été prononcé hier soir. Là. Oui. Il y a plusieurs choses là-dedans. Là. D'abord, il accuse des... Non, c'est ça. Mais prenons-les une à une. Qui veut aller en élection avec un groupe de médias contre lui? Quand on a 30% de l'écoute, quand on a un puissant pouvoir d'influence, quel gouvernement qui veut faire ça? Monsieur Pierre-Carl Péladeau, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Moi, j'ai pas grandi dans le Québec comme ça. Moi, je sais pas comment... Je sais pas comment expliquer ça. Ça vient des États-Unis, hein? Tu sais, la caravane des capotés qui est à Ottawa sur la rue Wellington, là. Écoute, j'ai passé tout le temps à regarder ça, mais c'était d'un mauvais goût, d'une grossièreté, d'une imbécilité, et surtout,
c'était une espèce de rassemblement de gens qui disaient « Je suis ignorant, je suis fier d'être ignorant, soyez heureux et ignorants ». Puis là, tu les écoutais, puis ma liberté, puis mes pas de cas. Alors ça a fini par s'imprégner dans la société. Puis évidemment, les médias sociaux sont un véhicule idéal pour des gens comme ça, pas très intelligents, mais qui pensent que ils sont bien mal servis. Ben c'est grave. Moi, je résume ça par une phrase. Leur droit à la colère est plus grand que leur droit à la connaissance. On pourrait prendre nos guns comme les Américains pour tirer les écureuils. Ouais, c'est permis dans plusieurs États américains. En fait, moi, j'aurais aimé pouvoir chasser les séparatistes. Vous avez l'expérience. Luc, fais pas de blague avec ça. La vraie tristesse, Luc, c'est de voir ça au Québec. Moi, j'ai pas grandi dans le Québec comme ça. Moi, je sais pas comment... Je sais pas comment expliquer ça. Ça vient des États-Unis, hein? Tu sais, la caravane des capotés qui est à Ottawa sur la rue Wellington. Éric Duhem, c'est l'élément nouveau qui menace le reste du paysage politique. Autant j'ai eu de la sympathie pour Marois Ritchie, donc au sujet de des menaces qui lui ont été adressées et puis le fait qu'elle soit enceinte, autant ça a dérapé par la suite. C'est pas Éric Duhem qui est responsable de ce qui est arrivé à Marois Ritchie. Absolument pas. Puis quand il dit qu'il veut faire entrer la grogne au Parlement, il n'y a rien de répréhensible là-dedans. La grogne, là, c'est un mécontentement. Regardez dans le dictionnaire. Mais ça permet à Éric Duhem, en fait, qu'il y a un potentiel d'électeurs important qui sont susceptibles de voter pour lui. Il y a tous ceux qui, avec le recul, trouvent que dans la gestion de la crise sanitaire, c'est allé trop loin, qu'on a ostracisé des gens, qu'on a méprisé des gens. Donc, je pense que pour lui, c'est important qu'il incorpore ce message-là. Mais cette semaine, j'ai trouvé qu'il y a eu une mauvaise foi à l'égard d'Éric Duhem. Est allé trop loin. C'est comme si c'était lui qui était responsable du ton, de la violence. C'est pas vrai. On peut évidemment remonter très loin à l'époque qu'il était à la Radio X, mais il reste que c'est pas quelqu'un qui a approuvé la violence, qui l'a encouragé. Mais pour lui, c'est une bonne chose, sa déclaration d'aujourd'hui, de mettre les pendules à l'heure, parce que on lui pardonnera pas grand-chose. Le système politico-médiatique, en fait, est profondément contre Éric Duhem. 482. That's 110710. Yes, sir, and they have the car stop at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. 323 to 584. D5. Politico-médiatique contre Éric Duhem. Là, les chroniqueurs, les analystes, c'est très peu de gens là, qui défendent Éric Duhem. Il faut quand même être franc. Là. Donc, à ce moment-là, il faut que lui, il n'a pas le droit à l'erreur là, sur ce thème-là. Cette semaine, je le rappelle, on était injuste à son égard. On est allé trop loin. Mme Ritchie, là, la personne qui l'a agressé, ça n'avait rien à voir avec Éric Duhem. Je le rappelle, faire entrer la grogne à l'Assemblée nationale. Il faut la faire entrer, la grogne à l'Assemblée nationale. C'est sain. Il ne faut pas qu'elle reste dans la rue. Et la grogne, c'est pas de la violence. Désolé. Éric Duhem, là, il fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui l'aiment vraiment pas. Donc, comment conserver l'aspect combat qui est nécessaire sans que ça dérape? Donc, cette semaine, moi, c'est un bilan positif parce que le débat a eu lieu. Éric Duhem, je pense qu'il y a un message qu'il a compris, il n'a pas le droit à l'erreur. Et quant aux autres, je trouve qu'ils ont été un peu trop bien pensants, il faudrait qu'ils le comprennent. Éric Duhem, là, il présente quelque chose qui a sa place dans le paysage politique, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent rien savoir de lui. Comment vous pouvez décrire l'état d'esprit là, des troupes autour d'Éric Duhem? Là? Comment on voit les prochains... On a hâte au prochain sondage, j'imagine. Oui, je vous dirais que le caucus de Québec est très, très nerveux et on le sent. Ils sentent que M. Duhem leur souffle dans le dos. Il occupe un espace qui est inoccupé et il est talentueux. Et il a l'expérience de l'ADQ. Hein. Il était là, lui, à l'ADQ en 2007 et il a appris. Et c'est exactement ce qu'il reproduit sur les mêmes terrains, d'ailleurs. En fait, merci Bernard. Mais c'est ça, exactement. Mais je suis content que tu aies compris aussi. C'est bon en tabarouette. Alors... Pour un journaliste. Pour un journaliste.